Allez, on plonge directement dans le vif du sujet. Bienvenue dans ce nouveau décryptage. Aujourd'hui, on s'attaque à un concept qui bouscule pas mal d'idées reçues en médecine. On a souvent tendance à penser que le traumatisme, c'est purement psychologique ou juste une affaire d'émotions enfouies. Eh bien, oublions cette idée une seconde. Les données récentes nous montrent de façon radicale que le trauma complexe, c'est en fait une immense cascade métabolique qui vient modifier le corps tout entier. C'est systémique, c'est mesurable au niveau cellulaire et c'est absolument fascinant. Section 1. Le mystère du corps traumatisé. Pour bien comprendre ce qui se joue, regardons d'abord comment ça se manifeste physiquement. Tout commence souvent par une énigme médicale totale. Prenons un cas clinique vraiment frappant. Imaginons une adolescente qui s'effondre littéralement à cause du simple brouhaha normal d'une salle de classe. Elle fait des migraines chroniques que personne n'explique, sa température grimpe au moindre imprévu et elle souffre d'hyperacousie, c'est-à-dire que le bruit du quotidien lui devient physiquement insupportable. Alors, que se passe-t-il? Les spécialistes défilent. On examine ses oreilles, on suspecte un trouble autistique, on tente même les antiépileptiques. Le problème, c'est que chaque médecin regarde par le petit trou de la serrure de sa propre spécialité, sans voir que c'est tout l'édifice qui vacille. Ce qui nous amène à cette question qui change complètement la donne. Et si le corps entier fonctionnait tout simplement en mode survie? Et si ces symptômes n'avaient en fait rien d'isolé? Au lieu d'avoir un problème d'oreille ici et un problème de migraine là, on a affaire à un métabolisme complètement épuisé, bloqué sur l'alarme maximale. C'est un changement de perspective absolument crucial. Sans ça, on condamne des milliers de personnes à des années d'errance médicale, traitées pour des symptômes fragmentés, en vain. Ce qui nous mène à la section 2, la perte du souffle réparateur. Descendons un peu dans la physiologie pour trouver le véritable élément déclencheur. C'est incroyable de voir à quel point le système nerveux dicte littéralement notre mécanique interne. Face à une menace, on a deux grandes réactions. Soit le fameux mode combat-fuite, la réponse sympathique, qui provoque une hyperventilation. On respire vite, très en surface, la poitrine se serre. Soit, à l'opposé, c'est la réponse dorsale vagale. C'est le figement total. Et dans ce mode, le corps se fige tellement qu'il en vient littéralement à retenir son souffle. C'est une sorte d'apnée diurne. C'est quand même dingue. L'organisme oublie carrément de respirer. Et c'est là qu'on perd un mécanisme biologique absolument vital. Normalement, nos poumons s'affaissent un peu à la base et on fait spontanément un grand soupir naturel pour regonfler ces petites alvéoles. Mais avec le trauma, ça bloque. Ça crée ce qu'on appelle la dyspnée soupirante. En gros, ce sont des soupirs constants, chargés d'anxiété, mais qui ne servent strictement à rien mécaniquement parlant. Les alvéoles restent désespérément fermées, le corps hurle qu'il veut de l'oxygène, mais le geste réparateur pour l'obtenir a totalement disparu. Et la nuit, les conséquences sont désastreuses. Accrochez-vous bien, 50 à 75% des personnes souffrant de stress post-traumatique font de sévères apnées du sommeil. Plus de la moitié, c'est colossal. À chaque apnée, le cerveau manque d'oxygène, l'amygdale s'affole, balance des flots de cortisol et l'hypervigilance repart de plus belle. On est littéralement coincé dans un cycle d'étouffement sans fin. Allez, section 3, la cascade de l'intestin. On va y suivre cet effet domino, parce que ce manque d'oxygène ne s'arrête évidemment pas aux poumons. À l'échelle microscopique, c'est un vrai scénario catastrophe pour notre système digestif. Le stress chronique attaque directement les mitochondries, les petites usines à énergie de nos cellules intestinales. Une fois abîmées, elles consomment beaucoup moins d'oxygène. Du coup, cet oxygène en trop fuit vers l'intérieur de l'intestin, une zone qui devrait normalement en être totalement dépourvue. Résultat des courses, les bonnes bactéries, qui détestent l'oxygène, meurent à petit feu. Et les bactéries pathogènes, qui adorent ça, prennent le contrôle. C'est la définition exacte de la dysbiose. Et le pire, c'est que cette dysbiose, combinée au manque d'oxygène lié aux apnées du sommeil, fait complètement sauter l'étanchéité du tube digestif. Les petites jonctions qui gardent la barrière bien fermée se brisent. C'est l'hyperperméabilité intestinale, ou le fameux leaky gut en anglais. Des toxines nocives passent à travers et finissent directement dans la circulation sanguine. Et le plus alarmant, c'est que cette barrière ne parvient pas à guérir toute seule, même si l'oxygénation redevenait normale par magie. Passons à la section 4, l'inflammation atteint le cerveau. Suivons un peu la piste de ces toxines qui viennent de s'échapper. Voici comment un intestin en vrac finit par rendre un cerveau hypersensible. C'est mécanique. L'intestin fuit, les toxines sortent. Et le foie, qui en première ligne, se retrouve complètement noyé. Boum! Pic d'inflammation générale dans tout le corps. Cette inflammation vient stimuler des messagers chimiques d'alerte comme la molécule CGRP, qui vont exciter directement les nerfs auditifs. Et c'est comme ça que le cerveau commence à amplifier des sons complètement normaux. Tout est connecté. Du coup, il faut bien comprendre que l'hyperacousie de l'adolescente dont on parlait au début, ce n'est absolument pas un problème d'oreille. À cause de cette neuroinflammation massive, le cerveau s'emballe et tourne le bouton de volume à fond sur tout ce qu'il perçoit.
Le filtre protecteur n'est plus là. Un banal bruit ambiant n'est plus traité comme une simple nuisance, il est carrément perçu comme une menace mortelle imminente. Section 5, le triple dérèglement immunitaire. Voyons ce qui se passe quand cette inflammation systémique s'installe pour de bon. Cette inflammation systémique fait complètement disjoncter le système immunitaire. C'est une véritable triple menace. D'un côté, on a l'auto-immunité, le corps s'attaque lui-même, ce qui fait exploser les risques de maladies comme le lupus, le psoriasis ou le vitiligo. De l'autre, on a une sensibilisation centrale qui démultiplie la douleur de façon délirante, menant à des syndromes complexes comme l'algodystrophie. Et en même temps, de façon presque ironique, c'est l'immunosuppression, les cellules protectrices s'effondrent, laissant la porte grande ouverte aux infections à répétition et ralentissant toute cicatrisation. Cette citation résume parfaitement le paradoxe cruel du trauma. On a à la fois beaucoup trop d'inflammation et, étonnamment, pas assez de défense ciblée. En gros, le corps s'autodétruit, mais il est incapable de se défendre contre une simple infection externe. C'est le chaos biologique absolu. Dernière section, l'approche intégrative en 5 étapes. Face à ce désastre métabolique, voyons comment inverser la tendance. C'est là que la méthodologie Integraia entre en jeu. La philosophie est très claire. On ne peut tout simplement pas faire de la thérapie psychologique si on ne répare pas d'abord la fondation métabolique en dessous. Il faut impérativement soigner la machine biologique pour pouvoir enfin libérer l'esprit. Et concrètement, comment on fait ? On procède en 5 étapes bien précises. Étape 1, on colmate les brèches du tube digestif avec des nutriments ciblés comme le zinc ou la CoQ10. Étape 2, on nourrit les bonnes bactéries avec des prébiotiques. Étape 3, on renvoie des renforts, des probiotiques ultra spécifiques, comme la souche Rhamnosus. Étape 4, on calme le jeu globalement avec un anti-inflammatoire naturel puissant, la spiruline. Et enfin, l'étape 5, le point culminant, on corrige mécaniquement la respiration, les apnées et on aborde le trauma de fond en thérapie. Le travail psychologique prend alors tout son sens, car le corps est enfin prêt à redescendre en pression. Pour conclure cette analyse, on peut vraiment se poser cette question fondamentale. Comment espérer guérir l'esprit si on ignore totalement le carnage métabolique laissé dans le corps ? La science actuelle nous prouve qu'on ne peut plus séparer les deux. Le corps et la psyché fonctionnent comme un seul et même écosystème. Prendre en compte la totalité de la personne, ce n'est plus juste une option sympa, c'est l'essence même du véritable rétablissement. Merci d'avoir suivi ces décryptages et à très bientôt pour des nouvelles découvertes.